Et bonsoir, supporters de l'OM. Bonsoir, bonsoir à tous. Il est samedi soir, donc samedi soir de confinement, entre parenthèses. Donc je prends le temps de faire une petite vidéo sur un petit peu pour faire le point un petit peu sur ce qui s'est passé dans la semaine. J'avais fait une vidéo lundi après le match du PSG. Bon là, ce soir, on va pas trop parler du match de mercredi en Coupe de France. Bon, c'est toujours bien de s'être qualifié, mais c'est vrai que l'actualité à Marseille en ce moment, elle est tout ailleurs. Donc j'aimerais parler notamment des deux personnages aujourd'hui qui tiennent le club à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'actionnaire Franck McCourt. Ouais, parler un peu du personnage McCourt et parler également du personnage notre cher, ce qui nous sert de président en tout cas, notre cher Jacques-Henri Hérault. Et puis on fera un point vite fait rapidement sur la vente, même si il y a eu beaucoup dans la semaine, énormément des informations encore, beaucoup de gens qui ont parlé, mais pour pas dire grand chose non plus, donc on peut dire qu'on en est toujours au même point. Donc on fera un petit point quand même là-dessus, parce que ça a pas mal bougé cette semaine sur Twitter, plus que sur la vente en elle-même. Donc voilà, je voulais faire un peu, voilà, déjà parler du personnage McCourt. Parce qu'on sait que bon, sûrement il y a pas mal de remous au niveau du club. On sait qu'on parle beaucoup de Jacques-Henri Hérault, à juste titre d'ailleurs, parce que il a eu de cesse ces derniers temps, ces derniers mois, et encore plus ces dernières semaines d'attisser la haine et de mettre beaucoup d'huile sur le feu, alors que ce n'était pas forcément nécessaire d'en rajouter. Mais avant ça, voilà, j'aimerais parler de ma courte parce que bon, c'est qu'on parle beaucoup d'héros, comme je le dis, mais il ne faudrait quand même pas oublier que, à mon sens, à moi en tout cas, le personnage qui est pour moi le plus, on va dire, le plus responsable de la situation actuelle, pardon, pour moi, c'est notre actionnaire, Franck McCourt. Déjà, dans un premier temps, déjà euh, parce que tout simplement, c'est lui qui maintient Jacques-Henri Hérault à la tête du club. Donc, s'il le maintient, c'est qu'il y a forcément une raison. Alors, la première raison, c'est soit parce que effectivement, il y a une vente qui est en train de s'approcher. Et à ce moment-là, forcément, Hérault est peut-être là pour nettoyer le club, comme ça a pu se faire dans notre club, et prendre le mauvais rôle, hein. Et à ce moment-là, bon ben, il est payé par ma courte pour prendre le mauvais rôle et prendre son échec à la fin du mois, hein, et, et réaliser tout ce que souhaite le futur actionnaire, si futur actionnaire il y a. Ça, c'est une possibilité. Deuxième chose, si Franck McCourt garde et Jacques-Henri Hérault, ça peut être une seconde solution aussi, à savoir que tout simplement, eh ben, McCourt est un actionnaire qui n'est jamais présent à Marseille, qui est très très loin, il est de l'autre côté de l'Atlantique maintenant depuis des mois et des mois, on ne le voit quasiment jamais pour ainsi dire pas du tout, que ce soit lors des matchs. On ne l'a pas vu venir voir un seul match de Ligue des Champions notamment, c'est quand même relativement choquant cette saison, alors que c'était le Champions Project et on ne l'a pas vu une seule fois. Alors oui, il y a le Covid, tout ce qu'on veut, mais jusqu'à preuve du contraire, les avions continuent toujours de voler. Et également, il ne se déplace pas, notamment quand il y a des problèmes. Et les problèmes, il y en a de plus en plus. Il y en a eu il y a 15 jours notamment avec cette attaque de la commanderie. Il y a de plus en plus de banderoles anti-héros au stade Vélodrome, de plus en plus, notamment sur Twitter, de JHE Dimension. Son président, le président qui a décidé de garder en place, forcément, euh, il est de plus en plus décrié, mais ça n'empêche pas que Franck McCourt ne se déplace pas. Donc moi j'estime que la situation actuelle du club, j'estime qu'il en est le grand responsable et plus que quiconque. Pour moi, plus que quiconque. Puisqu'il méprise d'autant plus, voire même peut-être plus les supporters que Jacques-Henri Hérault,
puisqu'il ne communique quasiment pas avec les supporters, jamais, hein. Ça veut dire que il ne se déplace pas malgré les problèmes, il ne communique que par communiqué, justement, qui vont dans le sens de Jacques-Henri Hérault. Donc ça veut dire qu'il adhère à ce que fait Jacques-Henri Hérault. Et pour moi, il n'adhère pas, pour moi, il pilote. Voilà. Quand on est responsable d'une entreprise, en règle générale, c'est le responsable de l'entreprise qui pilote, puisqu'ils aiment parler d'entreprise. Donc, pour moi, vraiment, courte pilote tout ce qui se passe aujourd'hui, soit pour les raisons que j'ai évoquées un peu avant, c'est une possibilité, soit parce que, comme il est loin justement, il estime que déficit il peut y avoir, mais il doit peut-être estimer que euh, avec toutes les fins de contrat en fin de saison, il y a quasiment 11 joueurs je crois qui sont en fin de contrat en fin de saison, avec des prêts, avec option d'achat, peut-être il doit se dire que ça peut le faire comme ça, il doit aussi vu qu'ils ne connaissent pas le foot ni l'un ni l'autre, ils doivent se dire que on peut très bien monter une équipe sans forcément acheter des joueurs, sans mettre d'argent, et uniquement avec des prêts. C'est ce qui est en train de se faire depuis quelques temps là, et peut-être qu'ils estiment que c'est ce qu'il faudra faire dans l'avenir aussi, à savoir peut-être avoir une 12, 13, 14 joueurs sous contrat réel, et le reste peut-être avec des jeunes du centre de formation, même s'ils n'ont pas forcément le niveau, et des prêts. Donc peut-être que voilà, peut-être que Franck McCourt pense qu'on peut s'en sortir comme ça. C'est une possibilité. Euh, Jusqu'à la fameuse ligue fermée, dont nous risquerions d'y être, mais malheureusement pas avec lui. Parce que je pense que nous pourrions y être avec un autre actionnaire, mais certainement pas avec lui. Donc voilà, donc pour moi, McCourt est grandement responsable de ce qui se passe aujourd'hui, très clairement. D'autant plus qu'il attise encore plus la haine, puisqu'il a quand même comparé les débordements qu'il y a eu à la commanderie avec tout ce qui s'était passé au Capitole là-bas aux États-Unis. C'est quand même relativement grave de comparer les deux événements quand même. Euh, donc voilà. Ensuite, le personnage de Jacques-Henri Hérault, maintenant. Le personnage qui stigmatise toutes les attentions en ce moment. Alors, Jacques-Henri Hérault, déjà, bon, je pense qu'il faut remonter déjà bien plus loin en arrière pour se rendre compte quand même que ces personnages-là, depuis un moment maintenant, et ça fait très longtemps, depuis quasiment le début, prend les supporters d'eau, n'aiment pas l'Olympique de Marseille, tout simplement. C'est le secret de Poulichinelle. Voilà, tout le monde sait très bien que c'est, on va dire, un supporter refoulé du PSG qui s'est retrouvé propulsé président de l'OM. Pour lui, c'était une opportunité d'être sur le devant de la scène, très certainement, et peut-être même d'avoir des ambitions autres que le football. Euh, je pense que dans quelques temps, on pourrait être surpris de certaines choses. Il y a déjà des bruits qui circulent, notamment sur tout ce qui est politique. D'ailleurs, c'est un vrai politique, hein. Je pense qu'il irait très bien dans le gouvernement actuel. Il a toutes les compétences aujourd'hui pour se retrouver dans un parti politique bien connu aujourd'hui qui dirige notre pays notamment. Et peut-être que la case OM peut-être fait partie pour lui d'autres ambitions que le football. Donc pour remonter plus haut, rappelez-vous, bon, au début des PowerPoint, quelqu'un qui avait l'air très très sûr de lui. Nous d'ailleurs, les premiers, les supporters, on a trouvé ça plutôt pas mal au début. On s'est dit bon, peut-être un peu de professionnalisme, peut-être une façon de voir les choses différentes. C'est vrai qu'on sortait de 20 ans de Dreyfus et notamment des dernières années à la Brune qui avaient été très très difficiles. Donc on était prêt à voir ce qui allait se passer. Et puis très rapidement est arrivé, vous rappelez-vous, l'histoire de la tisane, là, où lors du premier ou du second mercato, enfin, je me souviens plus trop bien, euh, notamment cette annonce de grand attaquant qu'ils avaient annoncé dès le départ, de Champions Project, on s'attendait à un recrutement XXL dès le départ. Recrutement que nous avons entendu très longtemps, que nous attendons toujours encore aujourd'hui d'ailleurs, et il nous a sorti cette fameuse histoire de tisane. Alors, en gros, très clairement, les supporters de l'Olympique de Marseille, vous ne comprenez rien au ballon, laissez-nous faire et vous verrez par la suite. On a vu, il y a eu des petites étincelles, ce fameux parcours en Europa League, qui effectivement était plutôt sympathique, même si quand même,
faut quand même relativiser. Bon, on va pas revenir sur les adversaires. Bon, on l'a fait, c'est bien, mais on n'a pas non plus joué. On n'a pas joué des Milan AC, des Manchester United ou du Real Madrid. Enfin, il faut quand même garder mesure. Euh, et puis à ce moment-là, jusqu'à cette finale d'Europa League, on entendait régulièrement, que ce soit dans les radios, dans les chaînes de télévision, on le voyait très régulièrement s'exprimer. Et puis il y a eu cette prolongation de Garcia. Euh, il a osé quand même pour le jeune entraîneur qui était déjà sur une série d'une douzaine de matchs sans victoire. Euh, on était tous un petit peu tombés dans notre chaise à ce moment-là. Ils ont passé toute leur saison, lui et Rudy Garcia, à brandir le totem finale Europa League. À part que on a passé une saison relativement très très compliquée, avec un entraîneur qui lui ne voulait pas démissionner comme a pu le faire à Villas-Boas, parce que forcément un gros chèque en bout de saison. Et voilà, donc déjà première erreur, bon, deuxième erreur plutôt la tisane, la prolongation d'un entraîneur qui, alors que je pense que Rudy Garcia n'était quand même pas convoité par tous les plus grands clubs d'Europe pour se presser comme ça à lui donner les pleins pouvoirs et à le prolonger autant de temps. Donc erreur de novice, puisque aucune personne au club connaissant le football, si ce n'est peut-être notre bon Basilou, mais qui, à mon sens, voilà, ambassadeur, mais bon, n'a aucun poids, il n'a jamais eu aucun poids, je pense, au club. Euh, donc derrière, voilà, des grosses indemnités à donner à Rudy Garcia, beaucoup d'argent, voilà, beaucoup d'argent jeté par les fenêtres, forcément, des transferts loupés, beaucoup de phrases également durant cette saison-là, cette fameuse histoire des buts qui comptent double, avec des frappes qui pourraient sortir de la surface de réparation. Pourquoi ne pas mettre 2 points pour un joueur qui marquerait de l'extérieur de la surface, hein. Venez voir Clinton NG jouer au Stade Vélodrome, c'est une expérience unique. Alors, on s'est dit, on a commencé à se rendre compte que la personne qui était présidente de notre club était quelqu'un de plutôt lunaire. Et, ça nous faisait un petit peu rire sur le coup, mais à part que petit à petit, on s'est rendu compte quand même qu'il parlait pour ne rien dire. Et surtout, voilà, beaucoup de choses qui n'avaient aucun sens. Tout le monde commençait un petit peu à se moquer de lui, et donc du club par ricochet, et des supporters également. Donc voilà, plusieurs erreurs accumulées. Et puis ça s'accentue avec le temps, boulette sur boulette. On peut dire qu'on s'est fait aller plusieurs fois au niveau de l'arbitrage, au niveau des championnats. On a passé des saisons où c'était relativement compliqué, on ne le voyait jamais monter au créneau. Jamais, là par contre, jamais venir se plaindre, voilà, comme peut le faire Olas ou même Nasser de temps en temps. Beaucoup moins, mais voilà, mais à un moment donné, jamais il a défendu le club, au grand jamais. Pourquoi? On n'en sait rien, mais jamais descendre dans les vestiaires pour aller parler aux joueurs lorsque ça n'allait pas. D'ailleurs, ces derniers temps, il est allé voir les joueurs, je crois que c'est au courant de décembre, après la défaite contre Nîmes à la maison, pour leur expliquer que si vous ne parlez pas français et si vous n'apprenez pas la langue française, à fin de mois, vous êtes plus au club. Ça tombe très bien. Tous les joueurs qui sont concernés sont tous en fin de contrat. Et puis, moi, je tombe quand même de ma chaise. Je pensais quand même que ces gens-là, à partir du moment où ils sont très grassement payés, tu viens dans un pays, la moindre des choses, c'est quand même de leur imposer sur les contrats qu'ils doivent apprendre la langue. Parce qu'ils sont quand même amenés à parler avec des supporters, à parler avec des journalistes, à parler à la presse, à communiquer entre eux sur le terrain. Donc merci Jacques-Henri, au bout de 4 ans de présidence, de nous avoir sorti cette trouvaille. Maintenant, il va falloir que vous appreniez à parler français, puisqu'on vous paye 300, 400, 500 000 euros par mois. Je pense que les joueurs ont tremblé très fort. Alors je pense qu'aujourd'hui, ils ne s'en remettent toujours pas. Donc merci Jacques-Henri. Je pense que si le président de l'OM, je pense que c'est quand même autre chose que ça. Donc voilà, il y a eu tous ces événements, toutes ces paroles qui étaient un peu, qui étaient farfelues, qui partaient un peu en l'air. Chose que beaucoup oublient, les 120 ans du club,
puisqu'aujourd'hui, les contre les supporters, les 120 ans du club, j'étais au stade, un cortège fantastique, un truc que moi, personnellement, je n'avais jamais vu de ma vie, tout simplement. Ce soir-là, n'est pas invité le président qui te ramène la Coupe d'Europe, Bernard Tapie, n'est pas invité le pauvre Pape Diouf qui repose en paix. Euh, Énormément de joueurs qui avaient été oubliés à ce moment-là, des grands noms du club, dont déjà ça dénotait du fait que cet homme-là voulait déjà une vraie cassure entre le passé du club, entre l'histoire du club et ses supporters et ses anciens dirigeants. Donc, grosse erreur à mon sens que beaucoup ont oublié, mais que moi je n'ai pas oublié. Donc voilà. Donc il y a eu ça aussi. Et puis ces derniers temps, bon, mais ça s'est accentué, hein, les mois passants, les résultats n'étant pas là. Ce genre de personnage, pour moi en tout cas, vu que ce sont des personnes qui ont fait des études quand même relativement importantes, alors euh, être instruit n'empêche pas de ne pas être intelligent, et je pense que c'est son cas. Euh, Ce genre de personne n'acceptera jamais l'échec. Vous et moi, personne banale, on va dire, de la vie de tous les jours, ben, l'échec fait partie de la vie. On peut dire, ouais, je me suis trompé, pardon, voilà, enfin, je vais tout faire pour me rattraper. Ou alors j'arrête de faire certaines bêtises. Ce genre de personnes iront toujours au bout parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison, ils sont convaincus qu'ils sont dans le vrai. Alors, euh, il y a eu tous ces dérapages envers les supporters, enfin les Marseillais qui travaillaient au club. Pour lui, c'était une anomalie. Alors, parce que oui, c'est une entreprise, c'est pas un club de football, donc on n'a pas le droit d'être triste quand notre club perd, puisque l'important c'est que le PSG puisse l'emporter quelque part. Donc pour lui, ça n'a aucune importance. Donc trop de Marseillais. Alors moi, je suis pas à Marseille, moi je suis en province, hein. Mais ça me touche quand même, hein. Et puis ça a commencé à enchaîner derrière. Voilà, il y a eu ces débordements. Ou pareil, hein, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Débordements, il y a eu, on les condamne tous. Je les condamne et je le répète, hein. C'est des choses qui ne doivent jamais arriver. Par contre, euh, jusqu'à preuve du contraire, les supporters sont quand même montés à pied à la commanderie. Je pense qu'il y avait quand même le temps, surtout que ça avait été déjà annoncé le matin même, même de la semaine, de prévoir ce qu'il fallait quand même pour éviter les débordements. Donc, je pense quand même qu'il y a des choses qui ont été certainement mal organisées à ce moment-là pour éviter tous ces débordements justement, ou que ça aille justement trop loin. Voilà. Donc il y a eu ces débordements parce que cet homme-là a tissé forcément les braises. Le lendemain, ce monsieur ne trouve pas mieux que de se faire filmer avec un carreau de cassé derrière, pour montrer, regardez, les méchants supporters là, les 65 000 là, c'est tous ceux qui ont justement fait le spectacle tous les week-ends et pendant des années, parce que le club ne tient que grâce aux supporters depuis les 20 dernières années, puisqu'on va au stade pour le tifo, mais plus pour ce qui se passe sur le terrain, et ça fait longtemps que c'est comme ça, il faut dire ce qui est. Euh, il a très clairement dit que, voilà, il a annoncé que il allait se passer des choses au sein des groupes qui se passent aujourd'hui. Il a craché sur l'histoire du club. Il a réussi à mettre en colère un homme de 78 ans qui se bat contre la maladie, Bernard Tapie. Je trouve ça totalement lamentable, hein, de cracher sur l'histoire du club comme ça, parce que c'est totalement ambigu ce qu'il a fait, hein. Voilà, soit il annonce des noms sur des magouilles qu'il y a pu y avoir du chaos, soit qu'il annonce des noms, soit qu'il se taise. Mais là, on ne sait pas trop de quoi il veut parler. Voilà. Et si tant bien même qu'il parlait pas de ça et qu'il parlait peut-être à l'époque de transferts, on va dire, de rétrocommission sur les transferts à l'époque de Dreyfus, choses qui ont existé certainement, mais c'est encore plus grave puisque ça veut dire qu'il crache très clairement sur un des actionnaires présents du club, puisque Dreyfus a encore quand même aujourd'hui des actions dans le club. Donc ça voudrait dire que quelque part il est en train de pointer du doigt un de ses collaborateurs actuels. Donc cet homme-là est quand même plutôt, on peut dire, plutôt cinglé. Euh, on ne sait pas trop où il va en venir. Enfin, si on sait où il va en venir justement. Donc il y a eu tout ça, et puis là maintenant ça s'est accentué encore plus. Voilà, maintenant c'est les chefs de groupe qui sont, par rapport aux derniers événements, peut-être ils ont, ok, il faut qu'ils soient entendus, je trouve ça relativement normal. Mais est-ce que le fait justement qu'il n'y ait pas eu de tout ce qu'il fallait à la commanderie ce jour-là, est-ce que tout ça n'était pas
Je vais pas employer le mot, mais je pense que c'est compris. Donc là maintenant, ben, il pointe être maintenant, il s'est très clairement mis, de toute façon, tout le Marseillado et tous les supporters de l'Amado, mais depuis avant ces débordements même, ça fait très longtemps qu'on demande son départ, de lui et de Macourte pour le coup. Et puis il y a eu Villas-Boas qui a démissionné, puis derrière forcément il n'accepte pas la démission puisque comme Bédimo, Rami et consorts, il vaut mieux payer pour ces fameuses clauses de confidentialité. Mais un jour ça parlera, c'est certain. Donc cet homme est coach du fait, hein, ça va tout le temps dans le juridique, hein, en permanence, hein. Parce qu'il y a les plus connus, hein, les AVB, les Rami, les Fanny, les Bédimon, et donc, il y a les plus connus qui sont arrivés, mais il y a plein de gens au club qui sont beaucoup moins connus, qui ont perdu leur emploi à cause de cet homme-là. Il a voulu nous également porter plainte contre Moral Boudjelal, puis maintenant c'est Thibaut Vézirian, alors que cet homme-là, Thibaut Vézirian, est-ce que ses sources soient bonnes ou pas bonnes, hein, quelque part, moi j'avoue que je reste un peu sceptique, mais ça reste quand même journaliste, et on a quand même le droit d'avoir des rumeurs et d'annoncer des choses, même si elles sont fausses, même s'il s'est fait balader, c'est possible, on n'en sait rien. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un journaliste va annoncer une rumeur de transfert qui ne se conclut pas à la fin, ben, on va mettre tout le monde devant le juridique, quoi. On va mettre tout le monde au tribunal, quoi. Donc franchement, il est en train de donner une image de club qui est lamentable, hein. Enfin, moi personnellement, je pense que c'est tous, je pense que ben, on peut le dire clairement, Jacques Agüero, ben, il faut partir, on n'en veut plus, très clairement, voilà. Et Franck Marcourt, par la même occasion, pareil aussi, parce que je veux bien que c'est Marcourt veuille faire la même transaction qu'il a faite aux Dodgers à l'époque là-bas. Il avait laissé mais à part que le club là-bas a failli couler, ça a failli finir très très mal. Et peut-être que ça va finir très mal pour l'OM à la fin. Donc il faudrait quand même qu'à un moment donné, s'il ne souhaite pas investir et s'il n'aime pas le club, s'il y a vraiment des potentiels acheteurs, il faudrait peut-être qu'il pense quand même à passer la main parce que là, l'OM en France, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc voilà. Pour parler de la vente, bon, ah ben, on a entendu de tout, hein, encore une fois. Voilà. Bon, déjà, bon, Vizirian lui avait très clairement dit qu'il parlerait plus puisqu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Le petit journaliste là, Manganetti, je crois, de Canal, depuis vendredi dernier, a complètement disparu de la circulation. Puis il y a eu un journaliste d'Arabie Saoudite qui a parlé, mais pour dire des choses un peu lunaires, à mon sens aussi. En gros, c'est McCourt qui aurait contacté Al-Walid pour acheter le club. Et puis ça serait aux supporters et à McCourt comment dire, de convaincre Al-Walid d'acheter le club. Donc moi, je pense que c'est totalement faux. Des gens de ce niveau-là, financier, ça va être très bien, les tenants, les aboutissants, ceux qui peuvent gagner, ceux qui peuvent perdre dans les affaires, donc ils n'ont pas besoin de supporters pour acheter un club. Celui qui va acheter achètera, celui qui veut vendre vendra. À ce niveau-là, ça se joue là. C'est pas les supporters qui vont influencer un achat de club, je ne pense pas. De la même manière que ce n'est pas non plus un journaliste, quel qu'il soit, qui va faire capoter une vente non plus. Ça se joue à des centaines de millions d'euros. Donc c'est pas les gens de notre bas monde à nous qui allons pouvoir faire avancer les choses. Donc il y a eu cet homme qui a parlé, puis Bougela là un petit peu reparler aussi cette semaine, mais bon voilà, il y a Michel Aliaga de France 3 Provence, puis hier soir j'ai écouté Hervé Berkan sur encore très bonne émission encore de Sébastien Vive et Romain sur l'émission Forza OM TV, qui a annoncé des choses plutôt intéressantes. Ouais, Moscato apparemment aussi a annoncé quelque chose dans la semaine, hein. Hier soir c'était un politique, ça part un peu dans tous les sens, donc il n'y a pas de fumée sans feu, certainement. Mais pour l'instant, bon, je pense que ça se fera, mais il faut tout simplement attendre. Il n'y a pas besoin à mon avis, de s'énerver. À mon avis, oui, ouais, oui, Hero n'en veut plus. Mais dans tous les cas, si ça doit se vendre, il restera jusqu'à la fin. Pour moi, la seule explication à un moment donné, enfin, la seule vraie indication pour moi qui pourrait annoncer peut-être une vente, mais je l'avais dit sur une de mes précédentes vidéos, une des seules indications qui pourrait annoncer ça, et pourtant c'est quelque chose de très simple, et que personne ne pense forcément, c'est l'entraîneur. Si le staff en place
qui est là maintenant, ça veut dire largué avec Canesiani, il reste là jusqu'à la fin de la saison, ça voudrait très clairement dire pour moi qu'il y a un nouveau projet qui va se mettre en place. S'il y a un entraîneur, ben, comme Sampaoli qui arrive, par exemple, qu'il y a un entraîneur moyen, plus on dira, ça sentira un petit peu plus mauvais. Ça dépendra encore de, et encore, ça dépendra de ces mois de contrat, mais je crois que c'est 1 an et demi minimum. Alors bon, alors c'est vrai que pour l'Arabie Saoudite ou Al-Walid, voilà, faire signer un chèque pour que l'entraîneur s'en aille, ce ne sera pas grand chose pour eux forcément. Mais je pense que une des seules indications, je pense que c'est de regarder ce qui va se passer au niveau du staff. Voilà. Si ça bouge pas, moi, je pense que ça sentira bon. Maintenant, s'il arrive un entraîneur, voilà, moyen plus, et comme je dis, et qui signe là pour 3 ans, là, par contre, à mon avis, on aura du souci à se faire, à mon sens, quoi. Donc voilà. Écoutez, j'ai fait un peu le tour. Bon, j'ai pris plaisir en tout cas de parler ce soir. Donc voilà, vous avez vu pas trop de chichi encore. Je démarre donc. Mais n'oubliez pas de liker, ça serait cool, un petit pouce, de vous abonner. J'aimerais faire un live la semaine prochaine. Donc manifestez-vous les gens, que ce soit sur Twitter ou si vous voulez aussi on peut parler de cette vidéo sur YouTube. Hein, on peut communiquer et se laisser un petit live de la semaine, ça serait vraiment sympa. Donc voilà, ben, en tout cas, je vous dis bonne soirée, bon week-end. On va voir ce soir ce que va dire monsieur Manganetti, je crois. Tous les soirs, de toutes les manières, il y a toujours quelqu'un qui parle du club depuis plusieurs jours maintenant. Mais bon, je pense qu'il va rien donner de particulier. Donc bon week-end, en espérant voilà, que demain, quand même, on puisse gagner contre Bordeaux parce que ça fait. Moi j'ai 40 ans et je n'ai jamais connu la victoire à Bordeaux tout simplement. Donc, ça serait cool même si la saison est cuite quoi. Donc voilà, allez l'OM et à très vite.